Monsieur Kantara Jean-Baptiste Suleiman, bonjour. Bonjour, Monsieur Ba. Baldé, non. Monsieur Baldé, alors. Merci beaucoup. Bienvenue à guinématin.com. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre délégation et l'objet de votre visite, s'il vous plaît? Merci, Monsieur Baldé. Cette fois-ci, j'y arrive. Nous sommes à Guinée Matin ce matin. La tautologie, elle est permise. Parce que nous avons ouï dire que votre site est l'un des meilleurs du secteur, parce que se singularisant par la recherche de la vérité et des faits. Nous encourageons dans cette lancée. Et pour revenir donc à notre présence ici, je suis là avec mes collègues parce que le dossier de la Sotelgui commence à créer trop de rumeurs et il est de notre devoir impérieux de faire la lumière, de donner les détails concrets et vérifiables de ce dossier pour que le large public soit suffisamment informé avant de faire une quelconque lecture de la situation et un commentaire. Parce que nous sommes tous des nationaux, nous sommes tous gardiens de la démocratie qu'on veut instituer dans notre État. Et nous, le secteur où on estime pouvoir apporter notre contribution à cette édification, c'est le secteur du droit. Nous pensons qu'en tant qu'employés, nous devons bénéficier de l'accomplissement de tous les droits que nous reconnaissent les lois nationales et les lois internationales. Et nous estimons dans ce dossier que nous avons été arbitrairement touchés dans notre condition humaine. Parce que vous voulez éviter le terme licencié et vous l'êtes. Est-ce que vous pouvez nous résumer quelque peu cette situation? Bien, nous avons été invités aux négociations. Je rappelle que moi, je suis un employé, j'ai le profil de juriste, privatiste. J'ai été coopté en tant qu'employé parce que le syndicat a une mission. Le syndicat représente toutes les franges d'une structure et moi, ayant le profil de juriste, j'ai été coopté donc par le syndicat pour les accompagner aux négociations qui devaient être consacrées par le protocole qui est souvent cité comme boussole dans tout le travail que le gouvernement est en train d'accomplir sur le terrain. Donc les autorités en charge des télécommunications et les autorités en charge de l'emploi d'alors avaient appelé les syndicats à travers la CNTG à des négociations parce que Sotelgui était en train de traverser des moments difficiles et elle était à l'arrêt et parallèlement il y a eu des démarches administratives et juridiques pour essayer de déclarer la faillite de la Sotelgui, quoi que t'arrive, et d'engager une instruction sous l'angle du droit spécifique de l'OHADA. Et pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien de ce dossier, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Sotelgui? Bien, il se passe que lorsque nous avons été aux négociations, nous avons d'abord constaté avec les représentants du gouvernement qu'effectivement, Sotelgui était en train de traverser des moments difficiles. La preuve matérielle, c'est que depuis le 7 août 2012, il n'y a aucune activité au niveau de la Sotelgui. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, les causes et tout ça. Peut-être plus tard, si c'est nécessaire, nous allons y revenir. Donc, il fallait faire quelque chose. Lorsque une entreprise est en difficulté, il y a deux possibilités que la loi reconnaît. Soit cette entreprise est redressée, soit elle est liquidée. Et dans le cas de Sotelgui, il s'est trouvé qu'il y avait des indices qui permettaient à la Sotelgui de rebondir en appliquant simplement une réduction des charges. Donc, c'est cette réduction des charges qui a été suffisamment analysée et qui a été confinée dans un document qu'on appelle plan social. En résumé,
nous avons vu les rubriques sur lesquelles on pouvait intervenir pour permettre à l'entreprise de se décharger et de regagner un second souffle et de se relancer pour permettre à ceux qui resteraient de ne pas tuer l'entreprise, mais plutôt de lui permettre d'avoir un second départ. Et aujourd'hui, quel est le problème réel? Pourquoi vous ne vous entendez pas avec le gouvernement? Bien, le document auquel je faisais référence tout à l'heure indiquait clairement des points essentiels suivants. Le premier, c'est que l'entreprise est en difficulté. Nous l'avons constaté tous, c'est-à-dire parties syndicales et parties gouvernementales. Ensuite, la nécessité donc de maintenir les emplois, en tout cas sans faire référence à un quelconque effectif d'abord. Et troisièmement, maintenir l'activité de l'entreprise. Et cinquièmement, identifier les charges dont on pourrait se passer maintenant. Et au volet social, c'est-à-dire il y a les charges de fonctionnement et il y a les charges sociales. Les charges sociales, c'est ce qui nous intéresse nous, puisque nous sommes des employés. Au niveau des charges sociales, il fallait jouer sur les effectifs. Ce n'était pas notre proposition à nous, mais puisque en négociation, il faut faire esprit d'ouverture et de concession, ils ont estimé que l'effectif était pléthorique, quoique cela soit discutable. Nous n'avons pas voulu créer une situation de blocage, nous nous sommes mis dans cette logique, nous avons négocié. Sur 1608 travailleurs, en effet, Soutelgui, c'était l'effectif de Soutelgui au moment où nous discutions, c'est-à-dire il y a un an en arrière. Cet effectif est décomposé ainsi, il y a 912 travailleurs permanents et 685 travailleurs non permanents. Nous avons pris le listing, parce qu'en fait c'est le tableau de bord, c'est ce dossier qui indique la situation individuelle de chaque travailleur. Nous avons vu dans ce listing qu'il y avait des personnes qui étaient déjà frappées par la retraite. Nous avons dit que ces personnes-là, si nous acceptions qu'elles partent, nous n'aurions causé aucun tort à qui que ce soit, parce que c'est la loi qui permet et qui autorise cela. Quand quelqu'un commence un travail, s'il termine, il doit être libéré. Première catégorie donc de personnes. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est des personnes qui n'étaient pas très liées encore à l'entreprise, c'est-à-dire qui n'étaient pas encore des permanents. Le nombre est important, 685. Ce sont ces personnes-là aussi que nous avons essayé d'identifier par rapport à ce listing. Et ensuite, il y a une troisième catégorie, c'est les personnes qui étaient proches de la retraite et qu'on a appelé retraite par anticipation. Ça aussi, la loi le permet. Il fallait négocier et mettre le prix qu'il faut. Donc, il nous restait une catégorie spéciale. C'est la catégorie des personnes, malheureusement, qui ont triché. Voilà. Parce que ces personnes-là se sont retrouvées au plafond de l'avancement de la grille salariale sans que le temps reconnu par leur contrat ne soit échu. Exemple, quelqu'un a embauché en 2014, il doit terminer par exemple 30 ans après, peut-être 2044. Si cette personne-là, pour arriver au bout de l'échelle, 5 ans ou 10 ans après est arrivée à la limite, ça n'a pas de sens que cette personne reste, parce qu'on reste dans l'entreprise pour avancer. Mais si tu es déjà arrivé au terminus, ça n'a pas de sens. Donc nous avons estimé que puisque ces personnes-là, elles-mêmes ont accepté de se laisser là-bas, on n'aurait causé aucun tort à qui que ce soit. Donc ces personnes-là devraient être quantifiées par rapport à l'effectif de 1608, et puis le reste, par déduction, devrait être considéré comme le personnel qui devait être maintenu. C'est là où tous les problèmes ont commencé, parce que après déduction, il devrait rester à peu près 700 et quelques personnes. Ok? De façon vérifiée. Oui. Mais le ministère, donc la partie gouvernementale, a voulu mettre la barre très bas, en indiquant déjà de façon forfaitaire et unilatérale
450. Nous avons dit encore, toujours à preuve de contribuer au succès des négociations, de nous bien vouloir nous expliquer, nous donner des arguments qui leur ont permis de se caler là, parce que nous-mêmes, nous étions dépositaires d'un mandat. Parce que quand tu viens négocier en tant que syndicat auprès de l'employeur, derrière toi, tu as des mandats, c'est-à-dire les travailleurs qui n'ont pas eu la chance d'être là. Il fallait que nous parlions d'une même voix avec la partie gouvernementale en indiquant clairement pourquoi nous nous sommes entendus de retenir tel chiffre par exemple. Parce que si nous leur expliquions tout le scénario que je vous ai expliqué, on devrait aboutir au finish sur la base vérifiée à 700 et quelques employés qui devaient rester. OK? Par rapport au protocole. Mais si on veut aller en bas de cela, il fallait trouver d'autres arguments ensemble pour que chacun puisse convaincre celui qui l'a envoyé pour négocier. C'est à ce niveau-là que les négociations se sont bloquées, puisque le représentant du gouvernement a estimé qu'eux, ils avaient une mission, c'était d'arriver à 450. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à nous convaincre. Nous leur avons fait une proposition chiffrée, suivant ce que je viens d'indiquer pour vous. Mais quand ils se sont retrouvés là-bas, ils ont décidé finalement que personne d'ailleurs ne devait rester. Je ne sais pas si vous avez eu le privilège d'écouter l'émission Le quotidien de Digi FM, où le ministre, à travers une interview, a donné les raisons. Essentiellement, c'est des raisons politiques, semble-t-il. Ce qu'il a déclaré, que c'est son patron, le président de la République, qui lui aurait dit, conseiller plutôt, de renvoyer tout le monde parce qu'il ne pourrait pas expliquer pourquoi on garderait certains alors que d'autres devraient partir. Et si on suit la logique que j'ai développée, ça c'est suffisamment compréhensible. Quand quelqu'un est frappé par la limite de la retraite, il n'a pas besoin d'expliquer. Quand quelqu'un est très très malade ou bien proche de la retraite, les solutions, quand on veut les trouver, on peut les trouver de façon simple. Donc aujourd'hui, tout le problème se situe à ce niveau. Et nous avons encore l'autre aspect de ce protocole d'accord. Nous étions entendus que tout ce qui devrait être fait de façon contradictoire, c'est-à-dire partie syndicale et partie gouvernementale. Donc la mise en œuvre du plan social a fait défaut. Le ministère a géré toute la mise en œuvre plutôt que d'indiquer ce que chaque travailleur devait avoir en termes de droits conformément au protocole d'accord. Le ministère s'est retiré avec une équipe restreinte. Ils ont proposé des montants aux employés, des montants qui sont tenus au secret, qu'on ne devrait découvrir qu'individuellement et une fois avoir signé son acceptation de renvoi au niveau de l'inspection générale du travail, tu partais avec un document maintenant au niveau du trésor pour constater ce que eux ils ont trouvé pour toi. Pas ce que la loi dit, on doit te donner, mais ce que eux ils ont trouvé pour toi. Donc c'est ce qui fait que aujourd'hui il y a une certaine scission entre les travailleurs, pas en termes d'humeur, mais en termes de démarche pour ce dossier. Il y en a qui se sont contentés du montant trouvé par le ministre et le gouvernement. Il y en a qui estiment que, puisqu'il y a la loi, puisque nous avons tous accepté d'être soumis à ce droit, le protocole qui a été signé, nous avons accepté qu'il soit homologué par la justice, nous avons accepté qu'il serve de boussole. Il a été violé unilatéralement par le gouvernement de la République de Guinée. Et nous ne cherchons pas à faire des vagues, nous qui sommes là, qui faisons confiance à la justice, surtout à la justice guinéenne, même si elle est décriée, nous fondons un grand espoir et nous estimons qu'il y a encore parmi à tous les niveaux de ce pays, de la chaîne de décision, des personnes qui pourraient être suffisamment inspirées pour trouver les tactiques pour conseiller aux décideurs que ce qui est juste
c'est de donner ce que la loi dit. C'est ne pas continuer à brimer. Parce que ce dossier aussi a créé beaucoup de décès. Des décès naturels, entre guillemets. Ce n'est pas sur un terrain de combat, ce n'est pas sur au moment des marches de protestation ou de défiance au pouvoir. C'est dans les lits généralement. On a perdu plein de collaborateurs, paix à leur âme, qui, après avoir suivi les communiqués des sorties du gouvernement à la télé, ont fait des AVC. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, ils n'ont qu'à tenir compte de tout ça. Nous sommes des citoyens, ils sont là pour nous, pas contre nous. Ils n'ont qu'à faire ce que la loi dit, surtout qu'eux-mêmes, ils ont signé ce que la loi doit faire. Est-ce que vous